Voilà, bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo. Nous sommes là pour faire l'analyse sur l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juin 2018. Aujourd'hui, nous allons parler de la coopération militaire entre la Russie et la République démocratique du Congo. Nous allons aussi aborder l'interview accordée par Madame Issa Sawyer. Vous savez, elle est responsable de Human Rights Watch pour l'Afrique centrale. Elle avait été expulsée de la RDC par les autorités congolaises. Et si le temps nous permet, dans les divers, nous allons aborder d'autres sujets qui nous intéressent. Voilà. Alors, nous parlons d'abord de cet accord signé, finalement, c'est la Russie en parle ouvertement, signé entre la RDC et la Russie. Vous savez, M. Cheo Kitundu s'était rendu en Russie où il avait rencontré le ministre des Affaires étrangères russe, M. Sergei Lavrov. Par la suite, M. Lavrov avait entamé des tournées en Afrique. Et le dernier voyage qu'il avait fait, c'était au Rwanda, où ils ont parlé aussi de la RDC, donc des Grands Lacs. Et le secrétaire, enfin, appelons le vice-ministre des Affaires étrangères, M. Mikhail Bogdanov, était venu en RDC la semaine passée, où il a rencontré, il était porteur de messages de M. Poutine, et il a rencontré Cheo Kitundu et M. Joseph Kabila. Alors, nous avions abordé ces sujets dans le passé, nous parlions, même, nous avions essayé de lier la libération de M. Jean-Pierre Mbemba avec la présence russe en République centrafricaine. C'était un des scénarios, nous disions, qu'il était possible que l'Occident puisse amener Jean-Pierre Mbemba à sortir pour jouer un rôle. Vous savez, la République centrafricaine a à peu près 600 000 réfugiés dans les pays voisins, notamment la RDC reçoit le gros de ces populations qui ont trouvé refuge dans d'autres pays. Et ces réfugiés, pour la plupart, sont dans le nord de l'Équateur. Donc, c'est un sujet que nous avons déjà abordé. Nous avons parlé d'un article de Washington Post qui parlait de la présence russe qui inquiétait l'Union européenne, qui inquiétait les États-Unis et la France. Et il est clair que la Russie est rentrée sur le terrain africain en force. Et la Russie qui avait livré des armes, et là c'était suite à une résolution des Nations Unies, des armes au gouvernement centrafricain, et par la suite des conseillers militaires, tout ça, mais le nombre de militaires et de conseillers russes en République centrafricaine, c'est ce qui a attiré la curiosité de plusieurs analystes et observateurs. Alors tout de suite, parce que nous attendions que à peu près 10 personnes se connectent, nous n'avons pas oublié notre tradition. Nous reconnaissons la présence de Léon Pierre Chollet et de Hervé Panda. Nous reconnaissons la présence de Omer Mayala, qui est un habitué, Jeannot Maïdima, un habitué, Harry Mouteba, un habitué, Sol Esther Kass, merci beaucoup maman, elle est un habitué, et Dimampo Jean-Claude, ça fait longtemps qu'on ne le voit plus, Patricio Lunguma, merci de vous connecter, Paul Hector Kabasubabo, merci beaucoup, et puis Arnaud Kambale. Alors, Anglo-Congo, je voudrais un peu faire l'analyse là-dessus, sur la situation, j'allais dire, l'influence des grandes puissances dans notre région, en Afrique centrale particulièrement, parce qu'il s'agit d'abord de là, même si la Russie, son retour, c'est pour essayer d'être présente sur les continents africains et influencer les choses sur les continents africains. Alors, vous savez,
ces genres de choses, quand ça se passe, parce que les Occidentaux sont toujours présents, quand ça se passe, la conséquence, c'est quoi? Ça crée un clivage, j'allais dire idéologique. Mais maintenant, là, on voit que ce n'est même plus l'idéologie, comme c'était pendant la guerre froide, mais c'est beaucoup plus des intérêts beaucoup plus géostratégiques qui sont là en jeu. Donc, et on comprend que Kabila a fait une sorte de repositionnement parce qu'il a compris, il a fini par comprendre que les Russes l'ont abandonné. Alors, la présence des militaires et des conseillers militaires russes en Afrique en Centrafrique ne se limite pas là. Anglo-Congo a le privilège d'avoir des amis analystes, parmi lesquels même il y a un Russe avec qui nous correspondons, qui nous avait dit que non, l'objectif, ce n'est pas vraiment la République centrafricaine. Le gros morceau en Afrique centrale, c'est la RDC. Donc, il le vise, c'est clair, la Russie est en train de viser la RDC. Sur place à Kinshasa, information très crédible, il y a des Russes qui sont là-bas, à Kinshasa, depuis un certain temps. Et puis, c'est pas aujourd'hui, bien qu'il y ait un accord qu'ils ont sorti, mais c'est pas aujourd'hui que la Russie a commencé à livrer des armes au régime de Kabila. Il y a eu même des militaires qui étaient partis en formation, nous l'avons dit dans des émissions précédentes, en Russie. Bon. Maintenant, là, il s'agit quoi? Bon, il s'agit des matériels militaires que la Russie va livrer à la RDC. Il s'agit des missions de conseil et des formations des spécialistes militaires dans les écoles russes. Mais tout ça ne se fait pas gratuitement. En retour, la Russie est en train de lorgner sur les richesses extraordinaires, les richesses minières de la RDC. Alors, est-ce que la Russie peut sauver Kabila? Ça, c'est la grande question. Elle peut tout comme elle ne peut pas. Et puis, quand il y a une telle confrontation géopolitique, cela a des implications sur même l'échiquier politique national. Il est clair, quand nous regardons les choses de près, que l'opposition est en train d'être forcée d'être ensemble pour faire face à cette nouvelle situation, c'est-à-dire on met tous les opposants ensemble, on est en train de les amener d'être ensemble pour que, et qui sont, j'allais dire, ils ont le soutien de l'Occident et la sortie de Jean-Pierre Mbemba, je crois fort bien, c'est surtout dans ces cadres, c'est une possibilité, ça peut être dans ces cadres. Monsieur Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, ils étaient Atlantic Council, donc c'est des choses que les Américains et les Français connaissent déjà, que la Russie est en train de chercher à étendre son influence au-delà de la République centrafricaine où ils étaient partis pour prêter main forte au gouvernement d'Ange Touadéra pour faire face aux rebelles qui ont occupé déjà plus de 80% du territoire. Alors, comment les choses vont se passer? Bon, il est clair que Kabila a pris position avec les Russes, mais Kabila en stratège, je crois que, et là, ça trahit un peu la présence des Mobutistes à côté de lui. Il joue plusieurs cartes. Vous savez, Kabila, il a des lobbies aux États-Unis qui travaillent pour lui. Pendant ce temps, il se rapproche de la Russie, alors qu'il était aussi déjà, il est déjà en alliance avec les Chinois. Et la Russie et la Chine, vous savez, ce sont deux pays qui sont dans les conseils de sécurité. Donc, ce sont des membres permanents des conseils de sécurité. Et chaque fois qu'il y a un problème de la RDC, les Russes et les Chinois essayent de bloquer certaines résolutions. Ils ont un discours qui est semblable à celui de Lambert Mende, qui prône la souveraineté, le respect de la souveraineté des États. Par exemple, les problèmes du processus électoral. Mais c'est Mikhail Bogdanov, qui est le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Quand il est passé à Kinshasa, il avait dit que les élections, c'était un problème de la RDC, donc qui relève de la souveraineté de la RDC. C'est une façon de faire échapper les processus électoraux au contrôle de la communauté internationale, parce que sur le plan interne, Kabila a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, et si les gens osent
s'élever contre ça, c'est la machine à répression qui va broyer les gens. Donc, voilà la stratégie de Kabila. Pendant qu'il continue à chercher à garder contact avec les Américains, mais il est en train de profondir sur un autre axe, ses relations notamment avec les Russes, ses relations avec les Chinois, ses relations avec même l'Iran. Donc, tout ça, c'est une stratégie sur le plan diplomatique. Et au centre de tout ça, c'est notre pays qui est en jeu. Alors, il y a une campagne par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre là. Donc, vous avez aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si vous allez dans Presse TV, qui est une chaîne iranienne, il y a un expert en géopolitique, un Français, M. Michel, qui passe, qui explique la stratégie des Occidentaux pour la RDC, contre la Russie. Et lui, quand il parle, il montre que Kabila, c'est quelqu'un un panafricaniste, quelqu'un qui est là pour la souveraineté du pays. Alors, cette campagne médiatique, qui est aussi sur les réseaux sociaux, qui est sur les médias traditionnels, c'est pour accompagner l'action de la Russie, de la Chine, de l'Iran en RDC, particulièrement de la Russie en RDC. Donc nous devons faire très attention. Quand nous parlons de la Russie, nous parlons d'une grande puissance militaire mondiale, et les États-Unis est la superpuissance. Donc, on peut rentrer dans une situation encore de conflit armé, parce que généralement, quand ces puissances-là, ils ont une partie du territoire, en tout cas, ils ne lâchent pas, ils cherchent à consolider leur présence, et le résultat sera quoi? Ça sera peut-être des affrontements. Mais la seule différence que nous avons ici, c'est que nous avons la MONUSCO. La MONUSCO, aujourd'hui, vous savez, Kabila est en train de tout faire pour se débarrasser de cette MONUSCO. Alors, la présence de la MONUSCO est en train de gêner sérieusement Kabila, parce que la MONUSCO, avec plus de 2 décennies, disons maintenant 17 ans qu'ils ont fait en RDC, non, une décennie, bientôt 2 décennies, ils connaissent beaucoup de choses sur la RDC. La population, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile. Donc, la MONUSCO a une sorte d'expertise en ce qui concerne la question de la RDC. Et cela gêne sérieusement Kabila sur le plan diplomatique. En parallèle avec tout ça, nous voulions signaler un fait auquel les gens n'ont pas tellement fait attention, parce que nous tous, nous étions focalisés sur la libération de Jean-Pierre Bemba. Au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, quelques pays ont été élus là-bas pour faire partie de ces conseils. Il s'agit de l'Afrique du Sud, il s'agit de l'Indonésie, il s'agit de la Belgique. Ce sont là les quelques pays que je peux vous citer qui, désormais, vont rejoindre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, en marge de ces assises, M. Didier Reynders avait rencontré la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Madame Lindiwe Sisulu, et au centre de leurs entretiens, c'était, entre autres, la région des Grands Lacs, donc y compris la RDC. Et la présence de la Belgique dans ces conseils de l'Afrique du Sud, les 2 pays qui sont directement, j'allais dire, impliqués dans la résolution de la crise en RDC, certainement, ça va amener les dossiers RDC à être davantage discutés au niveau du Conseil de sécurité. Il y a eu des rencontres au Canada où les G7 se sont réunis. Cette réunion des G7, ce sommet des G7, il n'y avait pas que le pays le plus industrialisé du monde qui était là. D'autres pays étaient invités, et certains pays en voie de développement. Au niveau de l'Afrique, nous avions les Kenya, il y avait l'Afrique du Sud, il y avait le Sénégal, et j'en passe. Alors, il y a eu quelques rencontres en marge de ce sommet. Le président Cyril Ramaphosa, il a rencontré le président français Macron en marge de ce sommet, et il est tout à fait naturel. En tout cas, je pense qu'ils ont parlé de la RDC. Le président Paul Kagame du Rwanda, qui est aussi
président en exercice de l'Union africaine, avait aussi rencontré son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Donc, certainement, nous n'avons pas encore les détails, nous avons fait un effort pour suivre l'interview que le président sud-africain Ramaphosa avait accordé à une chaîne sud-africaine. Bon, on ne lui a pas posé de questions sur la RDC, mais nous pensons que au cours de ces entretiens, ils n'ont pas manqué de parler de la RDC. Donc, nous devons continuer à suivre tout ce qui s'est fait là où on parle de la RDC. Nous avons vu un média de la RDC parler de la rencontre entre M. Beya Siku et le président angolais Joao Lourenço. Bon, M. Siku était parti après dire ses adieux au président angolais parce que son mandat est à terme. Il est remplacé, souvenez-vous, Kabila avait signé une ordonnance dernièrement. Il est remplacé par M. Didier Kazadi, qui est le nouvel ambassadeur de la RDC en Angola. Donc, M. Didier Beya Siku, son mandat étant fini, c'était normal qu'il aille présenter ses adieux au président angolais. À l'issue de cette rencontre, il a répondu aux questions de la presse. On lui a posé la question sur l'état des relations entre la RDC et l'Angola. En diplomate, il a dit que les relations étaient bonnes et que les deux chefs d'État se rencontrent souvent et qu'ils sont en contact aussi par téléphone. Donc voilà, il n'a pas voulu parler, enfin, il n'a pas voulu confirmer qu'il y a des tensions entre l'Angola et la RDC. Alors, nous avions vu ça dans la presse portugaise il y a quelques jours, et puis un média congolais a fait écho de cette rencontre. En RDC, c'est répandu comme quoi, bon, maintenant, c'est déjà la normalisation, c'est l'apaisement. Nous voulons tout simplement dire que non, les choses n'ont pas changé. La réunion du 17 de ce mois est maintenue. Eh bien, nous avons essayé de voir les pays qui sont invités là-bas. Il y a le Rwanda qui sera là, notamment Paul Kagame sera là en qualité de président de l'Union africaine, mais aussi en tant que voisin de la RDC. Il y a le président sud-africain, le président angolais, celui qui est l'autre, qui reçoit les autres. Ali Bongo, le président du Gabon, sera là. Alors, après inventaire, nous nous sommes rendus compte que la plupart des chefs d'État qui seront là, c'est des chefs d'État, et Denis Sassou Nguesso bien sûr, c'est des chefs d'État qui sont en bon terme avec Paul Kagame. Donc, ils sont vraiment en bon terme avec Paul Kagame. Nous savons que le Botswana ne sera pas là. Pourtant, le Botswana, c'est là où se trouve le siège du secrétariat général de la SADC. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Ça, nous ne saurons pas le dire. Nous saurons quand ils vont se rencontrer. Venons-en maintenant à l'interview de Ida Soya ce matin sur RFI. Elle a parlé évidemment de l'acquittement de Jean-Pierre Mbemba. Elle a dit que c'était regrettable qu'on en est arrivé là, que Jean-Pierre Mbemba soit acquitté. Avec ces jugements-là, la CPI, sa crédibilité est entamée, mais elle a tout de suite dit aussi que c'était la faute de la CPI, notamment au niveau du procureur, parce qu'il s'était seulement acharné sur Jean-Pierre Mbemba, alors qu'il fallait aussi poursuivre d'autres personnes, notamment le général Moustapha Kiza, qui est librement en train de s'occuper, je crois, de la base Kitona, c'est lui le commandant là-bas, il est là-bas, et il était même venu à la CPI témoigner, au lieu qu'il soit accusé, mais il était venu en tant que témoin, et puis il est rentré. Donc, elle regrette que la CPI ait commis une telle erreur. Bon. Maintenant, là, Jean-Pierre Mbemba est acquitté. Ça, ce sont ses termes à elle.
Elle reconnaît que Jean-Pierre Bemba était un grand leader de l'opposition à RDC, mais elle doute, comme aussi Jason Stern, que Jean-Pierre Bemba pourra rentrer de sitôt. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous l'avons dit dans l'émission passée, M. Jean-Pierre Bemba fait l'objet de poursuites. Il avait été accusé par les gouvernements de la RDC à l'époque, dirigé par Antoine Gizenga, et comme quoi il devrait se présenter devant la justice parce que et ce qu'il avait fait, c'était un acte de haute trahison. Alors, avec ces litiges, nous sommes en train de nous dire objectivement, donc connaissant aussi le régime de Kinshasa, si Jean-Pierre Bemba rentre maintenant, ça pourrait être un piège pour lui. Tout dépendra. S'il prend position contre les régimes en étant sur place en RDC, Kabila pourra se servir de ces dossiers pour enfin le neutraliser politiquement. Donc, attendons voir, mais entre-temps, nous avons dit que, et ça, nous devons le répéter, vous avez vu les comportements du MLC dans certaines questions où d'autres partis politiques de l'opposition pouvaient avoir une position, j'allais dire, radicale. Le MLC était un peu modéré. On comprend que Jean-Pierre Bemba était en prison. Et puis, chaque fois qu'on parle de transition sans Kabila, le MLC s'y oppose. Donc, c'est clair, c'est à l'avantage de Kabila. Donc, en retour, qu'est-ce que le pouvoir de Kinshasa a donné au MLC pour que chaque fois qu'on soulève cette question-là, le MLC s'oppose bien sûr en évoquant la Constitution, mais n'a jamais donné, n'a jamais dit comment, le MLC n'a jamais dit comment le MLC pouvait contraindre Kabila à respecter la Constitution. Alors, quelque chose revient. Madame Ida Soya, elle dit que le retour de Jean-Pierre Bemba pourrait, je suis en train de la paraphraser, donner l'occasion encore à plus de violence. Quand vous suivez Jason Stearns, il dit la même chose, en des termes différents. Quand vous lisez l'article de Christophe Rigaud, il dit, voilà, donc le retour de Jean-Pierre Bemba pourrait exacerber la violence. Nous voulons un peu parler sur ça. Mais il y a déjà violence à RDC, disons les choses clairement, avec Kabila. Et aujourd'hui, il y a un activiste, vous savez, il a été tué il y a 48 heures passées, calciné pratiquement, ces garçons-là. Avant, il avait fait l'objet d'arrestations, nous allons dire arbitraires, parce que quand quelqu'un manifeste pacifiquement, alors que c'est un droit reconnu par la Constitution, qu'il soit arrêté, incarcéré, après libéré, c'est arbitraire aujourd'hui. Et il a trouvé la mort dans des conditions, en tout cas, très suspectes. Tout le monde pense que c'est le pouvoir qui est derrière ça, bien qu'il n'y a pas encore une enquête qui est diligentée pour faire la lumière sur cet assassinat, parce qu'il s'agit d'un assassinat. Et Dieu sait s'il y aura vraiment une enquête, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui traînent encore dans les tiroirs avec ce régime de Kabila. Alors, nous disions que si en Occident, l'on craint que le retour de Jean-Pierre Bemba pourrait occasionner beaucoup de violence, bon, nous sommes d'accord. Jean-Pierre Bemba, c'est pas un enfant de cœur, c'est quelqu'un qui a fait la rébellion. Quand nous parlons, disons les choses clairement, quand nous parlons des 6 millions de morts, il ne s'agit pas seulement de l'Ouganda et du Rwanda. Ils l'ont fait par des groupes proxy. Donc, quand les gens prennent les armes, il y a toujours des morts. Les RCD a massacré des gens, les MLC, quand ils étaient dans la rébellion, il y a eu des morts. Alors, ça, c'est vrai, d'une part. Jean-Pierre Bemba, et même on a eu des affrontements dans la ville de Kinshasa, ça c'est vrai. Mais qu'on en arrive seulement à dire que si Jean-Pierre Bemba vient à Kinshasa, ça va exacerber la violence, mais là c'est quand même injuste, parce que le régime qui est en place, le régime Kabila, c'est un régime excessivement violent. Et c'est ces régimes qui poussent parfois les gens à aller chercher des armes. Parce que sur le plan politique,
quand vous engagez des discussions avec ces régimes pour résoudre la crise politique de manière pacifique, même en donnant à Kabila un bonus d'une année pour qu'il organise les élections, Kabila, il s'en fout par après. Si vous essayez de bouger, il vous arrête, il vous met en prison, il tue les gens. Donc, en définitive, il y a des gens qui disent, bah, la solution, c'est prendre les armes et combattre ces régimes. Donc, nous disons que ce n'est pas juste, parce qu'en face, on a un type armé. Mais entre-temps, nous disons aussi, pour les Congolais qui pensent que Jean-Pierre Bemba va rentrer avec armes à main pour aller combattre Kabila, moi, personnellement, je dis, écoute, Jean-Pierre Bemba a fait une décennie en prison. C'est pas peu de choses. C'est un père de famille, c'est un mari, hein, c'est un grand frère, un oncle. Donc, c'est un être humain. 10 ans en prison, ça ne peut pas vous laisser sans impact. Pendant 10 ans, vous voulez quelqu'un a le temps de réfléchir, hein, de revoir les passés et arriver à dire qu'à tel endroit, à telle date, j'avais commis une erreur. Voilà, donc, moi, je ne vois pas Jean-Pierre Bemba rentrer pour aller faire la guerre. Donc, il faut que les gens arrêtent de rêver. Et même pour faire la guerre, il faut, je l'ai dit hier, il faut trouver une base arrière. Et il faut être sûr que sur le plan international, vous avez, en tout cas, le soutien d'une des puissances qui pèse sur le plan international. Je ne dis pas que cela ne peut pas arriver, je dis que c'est possible, mais formule telle qu'ils avaient le soutien de l'Ouganda, qui donne des armes et des instructeurs militaires à Jean-Pierre Bemba, et puis il va commencer une guerre contre Kabila, je ne crois pas. Et puis, n'oublions pas, prendre les armes ne veut pas dire nécessairement que vous aurez le pouvoir ou bien vous allez renverser le régime en place. Savimbi avait les armes en Angola, il était très bien armé, il avait des militaires très bien entraînés. L'UNITA, c'était aussi une machine politique, mais Savimbi n'a pas pris les pouvoirs. L'AFDEL avait pris les armes, ils ont renversé Mobutu, ça c'est vrai. Donc, c'est pas toujours automatique que quand on prend les armes et que nécessairement on aura le pouvoir. Les camps de Jean-Pierre Bemba lui-même, il avait pris les armes. Tout ce que ça lui avait donné, c'est de devenir vice-président et avoir des ministres dans le gouvernement, le président du Parlement. Donc, aller embraser le pays tout entier juste pour obtenir quelques postes, je ne crois pas que c'est la meilleure formule, à moins que l'on soit sûr qu'il aura le soutien de l'extérieur. Et même là, ce n'est pas toujours une garantie. Hein, ce n'est pas toujours une garantie. Mais entre-temps, nous disons aussi que le régime Kabila est en continu à s'armer et à trouver des alliés. Donc, excusez-moi, donc sur ce point-là, je crois que le MLC, ils auront le temps de réfléchir, mais une chose est vraie, le retour de Jean-Pierre Bemba fait bouger des lignes sur le plan politique. Ne pas les reconnaître, ça serait faire preuve des malhonnêtetés intellectuelles, même des cécités intellectuelles. Ça fait bouger les lignes, mais entre-temps, nous disons que le MLC n'est plus le même mouvement. Hein, ce n'est plus le même mouvement. On a vu le MLC à l'œuvre. Le MLC a été aux affaires. Le MLC est allé aux élections. Le MLC, on l'a vu dans l'opposition, comment ils se sont comportés. Donc, ce n'est plus le même mouvement. Et puis, Jean-Pierre n'a plus son armée qu'il avait à l'époque. En plus, ça fait 10 ans. Il y a dans 10 ans ici, il y en a qui sont morts, il y en a qui ne sont plus à l'âge, ils ne sont plus aptes physiquement pour aller faire un autre maquis. Et puis rentrer à Kinshasa, ce n'est pas, il ne va pas aller faire la rébellion à Kinshasa, et donc il faut aller à l'intérieur quelque part, ou bien sortir du pays. Donc voilà, ce sont là des choses que beaucoup de nos compatriotes n'arrivent pas à considérer. Et puis en plus, nous avons déjà un accord qui est là, qu'il soit mauvais ou bon, qu'il ne soit pas adapté à la situation actuelle, mais en tout cas, la communauté internationale s'en tient encore à cet accord. Donc, et lequel accord? Parce que j'ai vu quelqu'un dire que Jean-Pierre n'avait pas signé cet accord, enfin, lui n'était pas, les dialogues, ce n'était pas lui. J'ai dit non. Jean-Pierre
étaient bel et bien représentés. Les MLC a pris part au dialogue du début jusqu'à la fin. Et les MLC est allé même signer l'arrangement particulier. Donc, dans ce processus, les MLC est impliqué. Je pense que le MLC va rejoindre, enfin Jean-Pierre Mbemba, qui était partie prenante, mais maintenant comme il est sorti, donc il ne va que rejoindre les processus là où il est. Donc, je crois que ça sera ça la situation. Là, il y a un peu de bruit, là je suis dans la maison, donc les enfants arrivent. Donc, il va rejoindre la machine, là, elle est arrivée. Alors, les grands défis, c'est l'unité de l'opposition. Voilà ma réflexion. À ce stade, les ambitions doivent être un peu mises en veilleuse. Pourquoi? Parce que la perspective des élections, quand nous regardons, on n'est pas sûr que nous aurons des élections le 23. On n'est pas sûr. Et même si nous aurons des élections, ça seront des élections de quel standard? Donc, à ce moment ici, l'opposition doit plus parler de la lutte pour arracher un processus électoral crédible. Et l'une des stratégies, c'est, enfin, je dirais, c'est demander, faire de telle sorte que Kabila parte et qu'on ait des élections. Mais comment les faire sur le plan pratique? On ne doit pas rêver, ça sera certainement par la violence, par la force. La seule intervention que nous pouvons avoir en RDC, ça sera en ce moment l'intervention des pays de la sous-région. En Afrique de l'Ouest, c'était le pays de la sous-région qui avait obligé Djamé de quitter le pouvoir. Cette intervention était appuyée par des pays, par l'Union africaine, c'était appuyé par certaines puissances à l'extérieur de l'Afrique. Donc, voilà la seule façon. Autre scénario, un peu le scénario Zimbabwe, donc un général avec une bonne partie de l'armée dit à Kabila que tu dois partir. Mais là, l'armée zimbabwéenne n'est pas l'armée congolaise. L'armée congolaise, c'est une mosaïque. Vous avez des gens qui n'ont jamais fait la formation militaire, mais qui sont des généraux, qui ont fait la guerre, c'est vrai, mais qui n'ont pas la discipline. Ce n'est pas une armée très homogène. Vous avez beaucoup de factions là-dedans. Et c'est Kabila, lui seul, il sait comment il manipule ça. Donc, ça rend les choses un peu compliquées au niveau de l'armée. Et en plus, vous avez des militaires, disons-les clairement, des officiers qui sont là dans les FARDC, mais qui sont des officiers venus des pays étrangers. Donc, tout cela, ça devient un peu compliqué pour que l'on arrive à la solution telle que cela s'était passé au Zimbabwe. Au Zimbabwe, c'était d'abord un problème politique au sein du parti au pouvoir, les ZANU-PF. Ensuite, comme c'était un mouvement révolutionnaire dans le passé, donc vous aviez des militaires dans l'armée qui avaient fait la révolution avec ceux qui sont dans le parti. Donc, un lien était resté. C'est comme ça que la division, le clivage au sein du parti est allé jusqu'au niveau de l'armée. Et puis, bon, le chef d'état-major qui était là, en connivence avec le vice-président, M. Munangagwa, maintenant président, ils ont décidé qu'il fallait déposer Mugabe. Ce n'est pas le cas en RDC. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, tous les scénarios sont possibles, mais on aura les yeux fixés sur la réunion de Luanda, le 17. J'apprends, une source m'apprend qu'il y a une réunion de la SADC qui va se tenir en Afrique du Sud. Une réunion, je crois, de certains responsables des commissions au niveau de la SADC. Et là, certainement, on va parler de la RDC. Je pense, je suis en train d'imaginer que c'est comme ça que M. Félix Tshisekedi, nous l'avons vu sur les réseaux sociaux, il est annoncé en Afrique du Sud. En tout cas, il doit être là déjà, ou bien alors, il doit être dans les airs
entrer, d'aller en Afrique du Sud, certainement peut-être pour faire le lobbying au niveau des différentes délégations qui seront là. Voilà. Donc, c'est ça l'essentiel de notre analyse. Mon point de vue, parce qu'après les gens me posent des questions, je crains, avec l'implication des grandes puissances, que nous puissions nous retrouver dans une situation de guerre et peut-être que les choses vont se régler au moyen des armes. Mais entre-temps, je me dis, les pays de la sous-région, si vraiment tous ces pays sont très solidaires, ils peuvent constituer un poids pour faire pression sur Kabila, sérieusement alors, avec menace que nous pouvons intervenir. Alors peut-être que Kabila va essayer de libérer les processus électoraux. Nous voyons une sorte de décrispation. Nous avons vu ensemble faire des meetings en Djili, nous avons vu le secrétaire général de l'UDPS, Marc Kaboum, est allé en Bujimaï, il a fait les meetings. Nous nous disons, est-ce que c'est pas la même stratégie de Kabila? Il fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Chaque fois qu'il y a un sommet où on veut aller parler de la RDC, bon, il essaie un peu de libérer l'espace. Question de faire voir à l'opinion internationale que bon, voilà, je suis en train de libérer l'espace et comme ça la pression va baisser. Est-ce que c'est pas la même stratégie? Parce que le 17, c'est dans 6 jours. Est-ce que c'est pas la même stratégie? Comme ça va lui donner des arguments pour dire non, mais voilà, on aura des élections, donnez-nous seulement le temps, mais je suis en train de libérer l'espace. Mais quand nous voyons aussi des prisonniers qui ne sont pas encore libérés, quand nous voyons des acteurs politiques tels que Moïse Katumbi, des activistes tels qu'Anzuluni, qui sont encore à l'extérieur, et puis les jeunes qui viennent de mourir, les Béni Carbone qui est avec ses compagnons qu'on a transféré maintenant à Makala après avoir été détenu en secret pendant plusieurs mois, quelque part, quand les jeunes de l'UDPS qui sont arrêtés, nous nous disons que c'est une décrispation qui est faite pour séduire une partie de la communauté internationale, pour donner des arguments au lobby de Kabila. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous allons prendre quelques commentaires et quelques questions et puis nous allons clôturer cette analyse d'aujourd'hui. Il faut que l'opposition soit ensemble. Cette unité peut se faire volontairement, tout comme l'unité peut se faire comme un peu en Libye, on avait obligé les opposants d'être ensemble. Je crois que, à mon humble avis, c'est un peu à ça que nous sommes en train d'assister. Et dans tout ça aussi, bon, je sais qu'il y a beaucoup de partisans. Chaque camp croit que bon, c'est leur leader qui sera le président. Écoutez, dans ce genre de choses, on dit à tout le monde, à chaque leader que non, tu pourrais être le président, mais ce qui leur dit cela, ils savent réellement qui sera le président. Qui sera le président? Vous savez, quand l'AFDEL était en train de venir, les Occidentaux savaient, quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, ils savaient qu'il ne sera pas là pour longtemps. Moi, je me souviens, j'étais un matin à l'Inter, quand l'AFDEL venait d'entrer il y a juste à peine 1 mois. J'étais d'ailleurs avec un cadre de l'AFDEL. On a suivi sur TV5, à partir de Washington, un journaliste dit qu'au niveau du département d'État, il y avait une information comme quoi Laurent n'allait même pas faire 6 mois et que quelqu'un d'autre allait le remplacer. Donc, quand ce genre de choses arrivent, on fait jouer aux acteurs certains rôles, on les motive, mais c'est quelqu'un d'autre qui détient les secrets, qui connaît au finish qui sera réellement le président qu'on est en train de préparer. Je voudrais juste vous rappeler que Jason avait dit hier sur RFI qu'en privé, les diplomates disent que Moïse Katumbi ne va pas rentrer. Et que lui pensait que, en tout cas, il était sceptique que Jean-Pierre Bemba va rentrer. C'est le cas rentrant à RDC, c'est le cas aussi
avec Ida Soya. Je vous recommande de l'écouter. Elle dit qu'elle craint que si Jean-Pierre même rentrer, on pourrait avoir des pépins sur le plan judiciaire. Nous partageons cette analyse. Mais si jamais il rentrait, alors là, il faut que l'on se pose la question, qu'est-ce qui a fait que le régime puisse les laisser rentrer et jouer un rôle politique? Alors, nous prenons des commentaires tout de suite là. Et apparemment, il n'y en a pas beaucoup. Maman Esther a dit, pensez-vous que l'organisation des élections soit possible, même pas cette année, mais les années à venir, vu l'ingérence des blocs puissants dans notre pays? Oui, ça peut être une opportunité, l'implication de ces puissances. S'ils arrivent à un consensus, ils peuvent dire, bon, qu'on ait des élections, mais je dois dire tout de suite, les accords que la Russie signe avec Kabila ne sont pas de nature à faciliter la tenue des bonnes élections. Et la Russie a un langage qui est semblable au langage que tient Lambert Mende et même les autres kabylistes, c'est la souveraineté, la RDC c'est un pays souverain. Donc, sur ce point-là, je ne vois pas l'opposition aller cautionner de telles élections. Bon, il est possible, Kabila, il continue à chercher à pêcher quelqu'un dans l'opposition, avec comme Félix Tshisekedi n'a pas mordu à la maison, bon, il reste qui? Nous voyons Jean-Pierre qui sort. Certainement, ils vont tenter, Kabila et ses acolytes vont tenter la même chose. Parce que quand vous écoutez ce qu'Alain Atou nous dit, il dit non, voilà, nous sommes contents, Jean-Pierre est sorti, tout ça, il peut rentrer, et voilà, et la porte est ouverte pour que nous puissions développer notre pays, machin, je suis en train de les paraphraser. Certainement, ils vont faire la cour aussi à Jean-Pierre Bemba. Bon, on saura si Jean-Pierre va mordre la maison ou pas. Pour l'instant, on ne peut pas faire de procès d'intention. Donc, pour répondre à Maman Esther, donc, j'ai dit que là, les choses se compliquent. Les choses se compliquent un peu. Pourquoi? Parce que ces autres puissances, notamment la Russie, ne viennent pas pour la démocratie. Ne veut pas appuyer Kabila pour rien. Il s'agit de mettre la main sur les ressources minières de la RDC. Le danger avec ça, c'est quoi? Kabila est arrivé au pouvoir avec le soutien des Occidentaux. Alors, quand on vous met au pouvoir comme ça et que vous changez de camp, souvent ça ne se pardonne pas. C'est vrai que vous pouvez rester au pouvoir pendant des années, mais ceux qui vous ont mis au pouvoir, ils feront tout pour se débarrasser de vous. Et ils peuvent même utiliser la violence. C'est comme ça que nous risquons d'avoir des rébellions, mais apparemment la formule ici, ce n'est pas des rébellions, ça sera une intervention venue de pays étrangers, de pays de la sous-région. Bon, est-ce que ces pays-là, parce qu'il s'agit de la guerre, il ne s'agit pas d'une promenade de santé comme l'a dit Lambert Mende. Est-ce que ces pays-là, les rapports de force seront en leur faveur? Question mark. Il faut qu'il y ait d'abord affrontement, malheureusement, pour que l'on sache si réellement Kabila a une armée qui peut tenir contre tous ces pays-là. Je prends M. Pacheli Mikobi qui dit « Je ne vous comprends pas, les chiens aboient, mais la caravane passe ». Ce que pense Kabila. Aujourd'hui, il y a 300 militaires rwandais qui viennent de descendre à Kinshasa. Mais pourquoi et comment Kagame peut parler des processus de paix en RDC? Ils sont voués à foudroyer notre pays. Les armes qui viennent de la Russie, Mbemba vient de sortir, qui ne vous dit pas que Mbemba, Félix Katoumi, Kabila, cela peut être un plan de l'Occident à balkaniser notre pays. Il faut réfléchir sur l'unité de la diaspora pour une force financière. Bon, mais il y a beaucoup de... M. Pacheli Mikobi, vous abordez là beaucoup de choses. Vous donnez d'abord une information. Vous dites qu'il y a 300 militaires rwandais qui viennent de descendre à Kinshasa. Bon, ça c'est vous avez votre source. Je sais que dans la diaspora, je ne dis pas que c'est faux, mais je sais que dans la diaspora, certains mouvements pour mobiliser les gens, il faut qu'ils disent que les Rwandais sont les militaires rwandais sont arrivés à Kinshasa. Parce qu'on a vu d'autres mouvements les dire tout le temps
finalement, on se pose des questions. Il y a combien de militaires? Si tout cela était vrai, alors on aura combien de militaires rwandais en RDC? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, personnellement, je ne pense pas. Kagame, dans la position où il est des présidents de l'Union africaine, il peut se permettre, c'est mon point de vue, je ne peux pas avoir tort, se permettre d'envoyer des militaires rwandais en RDC. Ils sont entrés par quel poste frontalier? C'est par avion à Kinshasa ou bien par la frontière entre la RDC et le Rwanda. Je vous ai parlé de la présence des militaires, de la présence de la MONUSCO. Vous allez me dire que la MONUSCO a toujours été là, mais maintenant là, la MONUSCO n'est plus en bon terme avec le gouvernement de Kabila. Rien ne s'est fait sur le plan militaire en RDC sans que la MONUSCO soit informée. Et ne parlons pas des ambassades. Beaucoup de gens ne savent pas. Au Rwanda, c'est plein de conseillers militaires américains. Donc, vous ne pouvez pas prendre 300 militaires, c'est quand même beaucoup. Hein? C'est une compagnie avec quelques militaires, donc vous ne pouvez pas prendre autant de militaires, les déplacer, sans que l'ambassade américaine et tous les conseillers militaires américains qui sont au Rwanda s'en rendent compte. En plus, la RDC, beaucoup de gens ne savent pas, est sous surveillance. Et sous surveillance, hein, il y a des satellites qui sont en train de surveiller la RDC. Et vous avez vu les déplacements des réfugiés congolais, ceux qui ont fui les Touris pour aller en Ouganda. Mais ces images, ce sont les images des satellites américains qui sont braqués sur la RDC. C'est pour cela que Museveni se fâche. Je l'ai dit, même au Kasaï, pendant des affrontements, cette partie-là était sous surveillance des satellites américains. Je ne sais pas, je ne dis pas que votre information est fausse, mais voilà ma réaction par rapport à cela. Si vous avez de plus amples détails, bon, si vous me faites confiance, peut-être inbox, vous pouvez me donner, mais en tout cas, à mon niveau, je dis, Kagame n'est plus en position de faire une telle chose. Si cela est vrai, je dis si cela est vrai, alors là, nous allons dire que ça s'est fait avec l'accord de la communauté internationale. Mais je ne pense pas. Le militaire rwandais ne peut venir chez nous que dans le cadre de l'intervention militaire des pays de la sous-région. Je ne vois pas Kagame à 6 jours avant les sommets de Luanda envoyer autant de militaires. Je ne crois pas. Je ne crois pas à cela, mais peut-être que vous avez votre source. Vous avez parlé de les armes qui viennent de la Russie, même viennent de sortir, qui ne vous dit pas, bon, là vous êtes, j'allais dire, dans la spéculation. Hein? C'est une piste. C'est pas exclu. Moi aussi, j'ai dit certaines choses dans ce sens-là. Peut-être que ça, c'est possible. Balkanisation, c'est aussi, je ne dis pas que c'est faux. C'est vrai qu'il y a eu un plan pour balkaniser la RDC, mais il faut que nous puissions nous informer. Il y a certains termes qui sont utilisés pour mobiliser des gens. Je comprends. Je ne dis pas que c'est faux. Mais nous ne sommes plus dans cette situation-là de la balkanisation. En tout cas, moi, je ne crois pas. Nous étions, il y avait risque de balkanisation, ça c'est vrai. Mais, à voir les choses de près, nous ne sommes plus dans une telle situation. Pour qu'il y ait balkanisation, il faut qu'il y ait des populations locales dans un pays. Ces populations ne veulent plus être sous l'autorité du pouvoir central, soit pour des raisons identitaires, soit pour des raisons religieuses, je ne sais, il y a beaucoup de raisons. Ils disent, nous ne voulons pas. Et c'est comme ça que les puissances extérieures viennent, jouent, ils disent, bon voilà, ces gens sont martyrisés, bon, pour mettre fin aux tueries, il faut que ces gens aient l'autonomie. Et souvent, on recourt à la population à une sorte de référendum, comme ça s'est fait pour le cas du Soudan. Vous avez aujourd'hui le Soudan, vous avez le Sud-Soudan. Donc,
Or, en RDC, quand vous allez à l'Est, tout comme au centre et partout à RDC, même dans la diaspora où vous êtes, M. Pacheli, les Congolais, il n'y a pas de Congolais qui appuient la balkanisation, dans leur grande majorité. Mais entre-temps, je voudrais dire, la balkanisation n'est pas seulement une volonté du Rwanda. Certaines puissances, certains think tanks avaient parlé de la balkanisation. Vous voyez par exemple les messieurs qui avaient fait la modération entre M. Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi à Atlantique-Canso. Peter Pan, il avait écrit un article en 2012 où il disait que la RDC tombe et qu'on récupère les morceaux. Certains de nos confrères dans les réseaux sociaux, pour des raisons, j'allais dire, purement politiciennes, ils ont utilisé la présence de ces messieurs pour dire, ah, peut-être que, est-ce que ces gens-là n'étaient pas informés et ces messieurs-là avaient écrit un article. C'était en 2012, c'est vrai. Dans un think tank, les gens réfléchissent dans tous les sens. Mais les conditions qui ont fait qu'on parle de la balkanisation chez nous, ce n'est pas d'abord l'envie des pays voisins. C'est la taille de notre pays d'abord, les ressources minières qui sont dans notre pays, c'est surtout le fait que les provinces de la RDC ne sont pas connectées par des routes ferroviaires ou bien des routes normales. Ce n'est pas normal chez nous pour quitter, par exemple, les Kasaï, aller à Kinshasa. Les gens se déplacent principalement par avion. Ce n'est pas normal pour quitter Goma, venir à Kinshasa, ça doit être par avion. Et il y a même des gens pour quitter l'Équateur, aller par exemple à Goma, vous devez passer par Kinshasa, par avion. Cette situation, quand Mobutu était déjà au pouvoir, vers les années 80, certains think tanks commençaient à réfléchir, à dire que bon, voilà, ces pays, il n'y a pas de routes. Ce qui fait que l'absence de routes, ça a un impact sur les commerces internes au pays. Ça a un impact sur le déplacement, les mouvements des populations. Donc, ça rend l'unité nationale faible. Parce que l'unité nationale, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas seulement dire Tata Bon Moko. Ça, c'est bien. Il faut qu'il y ait un discours, mais un discours qui est suivi par des actions. Il fallait qu'il y ait des routes, que les gens circulent, surtout la taille de notre pays. Quand vous allez en Afrique du Sud, c'est un pays dont la superficie est inférieure par rapport à la superficie de la RDC. Mais il y a les routes partout, ça vous connecte partout. Quand vous allez au Canada, vous allez aux États-Unis, quand vous avez un grand pays comme ça, il faut qu'il y ait des voies ferroviaires, il faut qu'il y ait des routes, il faut des voies maritimes, il faut des voies aériennes. C'est-à-dire, vous favorisez le déplacement des gens. On dit que c'est un sous-continent. Il faut qu'il y ait que les gens circulent, que les gens aillent faire le commerce. Et en se déplaçant comme ça, les gens se connaissent. Vous allez dans certains coins du pays, peut-être un Mumbandi n'est jamais arrivé là-bas. Tous, la plupart des gens, vous avez des Congolais, certains des originaires de certaines tribus au Congo, la chance de les rencontrer, c'est en Occident. Il y a moins de Babembe à Kinshasa, les Babembe à l'est de la République. Vous avez peu de chances de les rencontrer à Kinshasa, mais vous avez plus de chances de les rencontrer en Tanzanie, au Burundi, de les rencontrer en Afrique du Sud, et même en Europe. Donc, l'affaire des routes, l'absence des routes, c'est ce qui a fait du bon. Un pays, c'est aussi un bien économique, un pays. Tous ces minéraux-là, il faut qu'on les évacue. Les produits agricoles, il faut qu'on les évacue. Ça, c'est un élément parmi eux. L'absence d'avoir une armée qui est digne de la taille de la RDC, de la position stratégique de la RDC, a donné des envies à des voisins et à des puissances extérieures. Ça fait longtemps que la RDC n'a pas une armée digne de ce nom. Déjà à l'époque de Mobutu. On avait
Parce qu'une armée n'est pas seulement là pour se battre, mais une armée est aussi là pour dissuader des éventuels ennemis. On n'avait plus une armée qui dissuadait. La preuve en est que quand l'AFDEL est arrivé, mais c'est le Congo qui a fait qu'aujourd'hui l'on dise que les Rwandais ont une armée forte. Mais quand vous regardez en réalité, les Rwandais n'ont pas une armée forte. Les Rwandais ont peur de l'Angola. Les Rwandais de Kagame ont peur de l'Angola. Les Rwandais ne jouent pas avec la Tanzanie, même pas les petits Burundi. C'est parce qu'il n'y avait pas une armée. Ces militaires qui sont entrés à Kinshasa, à peine on venait de ramasser les enfants, même les militaires d'FPR. Leur première opération militaire, c'était les affrontements avec l'armée d'Abiyarimana. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, on leur avait donné des armes qui étaient les armes que les Américains avaient laissées en Somalie. » Mais en Somalie, je l'ai dit, en Somalie, c'est le chef d'une milice qui avait mis en déroute les Marines américains avec les armes qu'on a amenées pour chasser Mobutu. Une milice met en déroute l'armée américaine, on prend ces armes, on donne aux Africains, ces Africains-là viennent chasser Mobutu. C'est parce qu'il n'y avait pas une armée. C'est pour cela qu'on parle de la balkanisation. Pourquoi on ne parle pas de ça dans notre pays? Pourquoi? Donc, voilà les raisons. Mais je dis, par contre, moi je dis, nous courons risque de la balkanisation avec l'implication de la Russie. Hein, j'allais dire de la partition du pays, comme cela s'était fait. Jean-Pierre avait une partie, Jean-Pierre Mbemba, l'RCD Goma a occupé une partie, et puis Kabila et ces gens avaient une partie, tous les Roger Lumbala, les Moussa Nyamwisi, tous ces gens l'avaient. Et n'oublions pas, la classe politique congolaise, nous avons beaucoup d'acteurs qui ont été dans la rébellion. Donc, cette mentalité-là, de prendre les armes comme un raccourci, et tout en sachant que dès que tu as une partie de n'importe où tu seras au Congo, si tu prends les armes, là où tu te trouves, en tout cas, tu as quelque chose à vendre. Si ce ne sont pas les diamants, l'or, tout ça, tu as le bois que tu peux vendre et te faire ravitailler par des armes. Donc, voilà les dangers que nous courons hein, avec cette histoire dont vous parlez de la balkanisation. Mais cela peut avoir des implications sur la stabilité de la sous-région. Un pays comme le Rwanda, si la population de Goma, la moitié de la population de Goma, quitte Goma, va au Rwanda, le Rwanda a des problèmes. Voilà. Alors, l'unité de la diaspora, je suis d'accord avec vous, il faut une force financière, très d'accord avec vous. Hein. Malheureusement, cette diaspora ici n'est pas unie, même pas ça. Ce n'est pas une diaspora qui connaît vraiment les enjeux. Hein. Une diaspora qui se mobilise plus pour empêcher un concert, mais quand Kagame vient, cette diaspora ne se mobilise pas autant qu'elle l'est fait quand il s'agit d'un concert. Donc on se trompe de cible. Et on doit mettre une échelle de priorité des cibles. C'est vrai, bon, nous ne voulons pas des musiciens, ok. Mais est-ce qu'un musicien est plus dangereux que Kagame pour l'avenir de la RDC? Combien de fois les Lambert Mende sont venus en Europe et les autres kabylistes sans être inquiétés? Donc, la diaspora aussi, nous devons le reconnaître, cette diaspora est caractérisée aussi par la médiocrité. Voilà. Je crois, et merci d'ailleurs Pacheli d'avoir contribué, parce que vous m'avez pris beaucoup de temps. Donc, j'aime bien des gens qui viennent aussi me défier. Alors, Kamunimoko dit à Pierre, il dit, je pense que pour l'unité de l'opposition, les leaders politiques doivent chacun tenir compte de l'ancrage de chaque parti politique dans le territoire national. La difficulté de la Russie est qu'elle vient dans un terrain où il ne maîtrise pas trop par rapport aux autres pays qui étaient là depuis des décennies. Très pertinent ce que vous dites. On ne doit pas être fataliste. La Russie, en venant en Afrique, vient dans un terrain où ça peut être un bourbier pour la Russie.
Et puis la guerre, ça coûte cher. Ça, c'est vrai. La Russie a été en Afghanistan. La Russie avait quitté l'Afghanistan. La guerre entre les pattes. Mais tout dépend de la détermination des peuples. Les Américains avaient joué en Vietnam. Tout dépend, ben, ce n'est pas le cas en RDC. Hein. Tout dépend de la détermination du peuple. Quand un peuple est très patriote, quand un peuple dit que je peux mourir pour, nous pouvons mourir pour notre pays, déterminé. Même les grandes puissances, avec tout ce qu'ils ont comme matériel, parce que ce matériel-là, un matériel militaire reste un matériel militaire. C'est l'homme qui est derrière qui est déterminé. Mais si la Russie trouve que bon, il n'y a rien, bon, le cas ici, c'est que Kabila est leur complice. C'est ça le problème. Kabila est leur complice. Maintenant, c'est aussi la faute des Occidentaux. Ils ont fait traîner les choses pendant longtemps. Hein, et pendant que Kabila avait un plan B. Donc maintenant, ils n'ont plus affaire seulement à Kabila, ils ont affaire aussi à la Russie. Donc les choses deviennent un peu compliquées là. Mais leur présence peut aussi inciter, c'est le cas d'ailleurs de l'évoquer, la tournée qu'a fait le ministre des Affaires étrangères français au centre de ces entretiens, que ce soit à Brazzaville, que ce soit en N'Djamena, c'est la présence de la Russie. Donc ça a réveillé un peu la France, ça a réveillé les États-Unis. Le malheur, c'est quoi? Les champs de bataille, c'est l'Afrique et particulièrement la RDC. Nous avons déjà perdu beaucoup de gens. Et s'il y a encore des guerres, il s'agit des vies humaines. Mais il me semble que c'est la seule voie qui reste pour qu'on sorte de cette crise, ou bien alors, former Mosé Kabila, comme on avait fait, comme Kabila lui-même l'a dit, une balle dans la tête. Même là, il faut qu'on trouve des gens qui peuvent faire une telle opération. C'est malheureux que le dénouement d'une crise soit qu'on les tue. C'est malheureux. Alors que, en respectant la Constitution, il organiserait les élections et puis, bon, quelqu'un d'autre prend le pouvoir, le pays avance. Donc, on ne va pas passer, toute une génération est en train seulement de vivre, ah non, il y a des affrontements, finalement, quand est-ce qu'on va développer le pays? C'est malheureux. Les autres sont en train de parler d'autres sujets, nous parlons de voir comment faire la guerre, voilà. C'est ce qui est malheureux. Mais je crois que ce que vous dites là, c'est un élément important. La Russie vient dans un terrain. Bon, la Russie a été présente en Afrique avant, en Éthiopie, hein, en Angola, mais les choses ont beaucoup évolué et puis nous n'avons plus à faire. La Russie n'est pas l'URSS de l'époque. Ça, il faut qu'on se le dise clairement. Hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que Poutine est devenu le superpuissant. C'est faux. Nous sommes dans une période de multipolarité sur le plan international, hein, multipolarité des puissances. Nous ne sommes plus dans la situation de la bipolarité des puissances sur le plan international comme à l'époque. Mais dans cette multipolarité, il y a une puissance qui est au-dessus des autres. Les États-Unis restent la première puissance mondiale. Ça, Poutine l'a même dit en 2016, lui-même, devant les journalistes. Les Chinois le disent. Malgré que ces pays ont fait des progrès considérables, les États-Unis restent la première puissance militaire mondiale à ce jour. Et si vous prenez tous les pays développés là, les pays qui sont forts militaires là, vous mettez leurs forces ensemble, c'est à peine que leurs forces représentent la moitié de la force des États-Unis. C'est pas pour rien la Corée du Nord accepte de venir négocier avec les Américains. C'est pas pour rien l'Iran avait fini par accepter de venir à la table de négociation. Et je crains même, avec les retraits des États-Unis de l'accord de l'Iran, que c'est une stratégie pour amener l'Iran à faire plus de concessions. Et ils peuvent résister, mais ils finiront par rentrer à la table de négociation. Est-ce que l'enjeu RDC, parce que quand nous parlons de la RDC, nous parlons en tant que Congolais, mais est-ce que la RDC est un enjeu important par rapport aux Américains?
Il faut qu'on se pose cette question froidement. Aujourd'hui, la partie du monde la plus prioritaire pour les Américains, là où il y a l'enjeu le plus important sur le plan international, ce n'est même plus l'Europe, c'est la région Asie-Pacifique. Hein? Donc, vous prenez l'Océanie et l'Asie. Hein? Donc, là où il y a la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que la Chine est la puissance qui est en train de monter. Obama veut parler du changement des pivots. Ce n'est plus l'Europe, c'est maintenant l'Asie-Pacifique. La plupart des navires de guerre, des bâtiments de guerre américains sont positionnés maintenant en Asie-Pacifique. Pourquoi? Parce que la Chine est en train de monter sérieusement et il y a ce qu'on appelle le containment. Donc, on essaie de contenir l'expansion de l'influence chinoise dans la région. La deuxième partie qui est très stratégique pour les Américains, c'est l'Europe, mais l'Europe vers la Russie. C'est pour cela que vous voyez l'Ukraine a été envahie par la Russie, la Géorgie même. Hein. Les Américains, maintenant, ils ont une base en Pologne. C'est pour aussi contenir la Russie. La troisième partie prioritaire, stratégique pour eux, c'est dans le Middle East, donc dans le Moyen-Orient, là où vous avez la Syrie, l'Iran, l'Israël, tout ça. Là-bas, c'est surtout pour le pétrole, hein, mais aussi la présence d'Israël, de l'Arabie Saoudite. Enfin, quand nous parlons d'Israël, l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole, le Qatar, les gaz et pétrole, tout ça. C'est s'assurer que avoir le contrôle de ces pays-là, parce que les ressources qui sont là, l'industrie automobile, l'industrie de l'aviation, donc la marine dépend beaucoup de la consommation de pétrole qui vient de ces pays-là. Donc il faut aller faire la police, s'assurer que la plupart des régimes qui sont là, ce sont des régimes pro-américains. Maintenant, l'Afrique, parce qu'il ne faut pas parler de la RDC, l'Afrique est un enjeu, c'est vrai. L'Afrique dans son ensemble est un enjeu important dans l'avenir. Mais sur le plan stratégique, pour l'instant, parce qu'on met la présence militaire, c'est surtout là où il y a des intérêts. L'Afrique est un enjeu, c'est ce qui justifie la présence de l'Africom. Maintenant, en Afrique, nous avons la RDC. Mais ce n'est pas un enjeu aussi important qu'elle est la partie de la région Asie-Pacifique. La RDC, c'est surtout à cause des ressources stratégiques qui peuvent tomber entre les mains des puissances hostiles aux États-Unis. Voilà, c'est sur ce point-là. Mais sinon, ce n'est pas un enjeu. L'enjeu que représente maintenant la RDC pour l'avenir, c'est le cobalt pour la fabrication des véhicules hybrides et électrifiés. Mais on n'a pas besoin de navires de guerre pour avoir ça. La RDC est un État faible, bon, toute puissance qui vient, même ce que fait Kabila, il n'est pas sorti de... Hein, il est toujours en danger parce que je vous parle de la MONUSCO. Ce sont les Américains qui financent en grande partie l'ONU. L'Africom. Vous avez l'Angola qui a signé des accords militaires avec les États-Unis. Donc, chez nous, c'est prioritaire qu'on voit Kabila partir si vite. Mais ces gens-là, ils ont d'autres priorités. C'est malheureux que chez nous, des gens meurent. Et en tant que Congolais, j'ai toujours donné l'exemple, quand vous amenez votre enfant, votre fils, pour qu'il soit circoncis, l'infirmier ou le médecin qui est en train de faire la circoncision, quand l'enfant est en train de pleurer, la douleur que vous ressentez n'est pas la même. Le percement des cœurs c'est pas le même que le médecin ressent l'infirmier
ou bien quelqu'un qui vous a accompagné. Donc, nous, il s'agit de notre pays, mais sur le plan stratégique, n'exagérons pas, ne faisons pas du chauvinisme. Non. Le retour de la Russie, c'est pour cela que j'ai dit, ça peut être une chance pour finalement accélérer que les Occidentaux voient, bon, il faut se débarrasser vite des Kabila. La présence de la Russie, la présence de la Chine. La Chine n'était jamais une menace militaire en Afrique. Mais la Russie est en train de venir, et qu'est-ce que la Russie fait? Tous les États là qui semblent être non-États, là où il y a les sécurités, la Russie vient, par les moyens des armes, essaie de ressusciter cet État-là, donc renforce la dictature et signe des contrats pour avoir des minéraux. C'est la même chose qu'ils veulent faire, ils sont en train de faire à la RDC. Le régime Kabila, c'est un régime qui est en train de chanceler. Donc la Russie vient renforcer, mais en retour, et c'est un bon marché parce que dans la situation où se trouve Kabila, il ferme les yeux, il brade les minéraux parce que pour lui, c'est un problème de survie. Donc, la Russie est stratégique en venant, il sait que bon, ce régime est désespéré, donc tout ce que je vais leur demander, ils vont me donner ça, hein, à vil prix. Voilà le jeu auquel se livre la Russie. Alors, mais c'est un danger. Hein. C'est un danger. Le régime russe de Poutine, ce n'est pas un régime démocratique. Ce n'est pas un pays qui vient qui vous dit « Ah non, vous avez violé les droits de l'homme ». Ça, ce n'est pas leur problème. Les Occidentaux, que nous les aimions ou pas, ils sont aussi ceux qui sont, ils viennent pour les intérêts, mais au moins, ils essaient quand même de lever la voix pour dire non, il y a violation des droits de l'homme. Ce n'est pas le cas de la Russie et de la Chine. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous massacrez vos populations, ça, ce n'est pas leur problème. Donc, c'est à nos leaders de bien jouer, c'est à la diaspora, et c'est malheureux que bon. Non. C'est pour cela que je dis, donc, nous devons savoir qu'est-ce qui est stratégique. Ou bien nous sommes sérieux, ou bien nous ne le sommes pas. Voilà, donc sur ce point-là, je crois que c'était l'essentiel. Il y a d'autres gens qui nous ont rejoints en retard. Excusez, entre-temps, il y a la cuisine aussi, parce qu'on doit manger. Et il y a des gens qui nous ont rejoints en retard. Vous pouvez suivre encore ces directs après et puis distribuer ça. Comme ça, ensemble, nous essayons de faire comprendre à la population ce qui pourrait éventuellement arriver. Hein. La chance des tenues d'élections avec l'implication de la Russie est en train de s'amenuiser sérieusement. Hein. Donc, de plus en plus, ça peut être la formule de la force qui pourrait, mais entre-temps, ça peut amener cette puissance-là, se dire, bon, mettons-nous d'accord. Voilà, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui prient, nous continuons à prier. Moi, personnellement, je prie pour ce pays-là, sérieusement. J'encourage aussi ceux qui prient. Et ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre sur le terrain, qu'ils le fassent aussi. Encourageons les opposants, encourageons les activistes, du moins ceux que nous voyons qui sont en train de se battre pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays-là, qu'il y ait le départ de Kabila et puis qu'on ait des élections dans la paix. Ici, il faut saluer l'action du comité laïque de coordination. Bon, maintenant, là, ils sont plus tellement actifs comme avant. Mais vous savez, il s'agit de vies humaines. Il ne s'agit pas d'un spectacle, seulement envoyer les gens dans la rue, comme ça, non. Donc, c'est des choses, il faut mesurer les risques, essayer de minimiser les risques parce qu'on a en face un régime qui a perdu la tête. C'est comme un fou qui a maintenant une arme à main. Kabila est prêt à tout. C'est pour cela, moi, je n'exclus même pas l'affaire d'Ebola. Hein. S'il est désespéré, il peut même utiliser ça. Alors, merci encore une fois. On se revoit quand l'occasion le permettra. God bless you. Munga bariki. Ciao.